Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir, Bonsoir. Catel Muller et José-Louis Bocquet. Bonsoir. Au milieu des facsimilés des planches de votre bande dessinée, Aux lames de gouge, première donc militante des droits de la femme, comme on vient de la dire. Merci aussi au public d'être là. Alors, pour les présentations, donc Catel, vous êtes auteure de bande dessinée, illustratrice. Vous avez publié des albums pour la jeunesse et de nombreuses biographies consacrées à des dessins de femmes, souvent. Alors, l'historienne d'art Rose Vaillant, Édith Piaf, chanteuse, l'actrice Mireille Balin, dont votre dernier album, donc qui a été écrit avec Philippe Paringot et qui a été sélectionné hors compétition au Festival d'Angoulême en 2010. Alors vous avez eu de nombreux prix, je ne vais pas tous les citer parce que ça nous prendrait beaucoup de temps, mais le dernier en date, donc date de janvier 2014, donc c'est vraiment très très récent, et c'est le prix Artemisia de la bande dessinée féminine. Et donc vous avez reçu ce prix pour votre roman graphique Aux lames de gouge. Ainsi soit Benoît de Groult. Voilà, donc Fabienne, tu peux nous dire un petit mot sur ce prix? Oui, donc bonjour à tous. Qu'est-ce que le prix Artemisia? Donc, le prix Artemisia récompense chaque année une bande dessinée réalisée par une femme. Il existe depuis 2008, il a été créé par Chantal Montellier, qui est une pionnière de la bande dessinée en France. Alors, pourquoi Artemisia? Pourquoi le nom? En fait, il fait référence à la grande artiste italienne de la Renaissance, Artemisia Gentileschi. Voilà, qui défendait à son époque une image de femme dans une société patriarcale. Donc c'est en hommage à cette grande artiste que l'association a décidé de donner ce nom Artemisia. Alors, chaque année, le 9 janvier, le prix est décerné. Pourquoi le 9 janvier? C'est la date anniversaire de la naissance de Simone de Beauvoir. C'est un prix qui entend défendre la bande dessinée féminine pleine d'audace, à contre-courant de la bande dessinée commerciale qui véhicule des stéréotypes d'un autre âge. Alors nous avons sur le côté une petite exposition sur le prix Artemisia. Donc nous avons, nous à Suresnes, ces prix donc depuis 2008 jusqu'à 2014. Alors, José-Louis Bocquet, donc vous avez pratiqué de nombreux métiers autour de la bande dessinée. Vous avez été libraire, attaché de presse, critique. Vous êtes scénariste. Vous avez débuté dans les pages de Métal Hurlant dans les années 80. Vous avez travaillé avec de nombreux auteurs, tels que Serge Clair, Arnaud, Berthet ou Stanislas, pour n'en citer que quelques-uns, parce que sinon aussi ce serait long. Vous êtes par ailleurs auteur de romans policiers, de monographies aussi consacrées par exemple à Henri-Georges Clouzot, à Georges Lautner, René Goscinny, Franquin. Et vous êtes actuellement directeur éditorial des éditions Dupuis. Alors, vous avez rassemblé vos talents pour écrire deux romans graphiques, donc Kiki de Montparnasse et Aux lames de gouge, tous deux publiés aux éditions Casterman. Donc Aux lames de gouge, femme de lettres, on a vu militante et révolutionnaire, qui est un peu parmi nous ce soir, puisqu'elle est présente par vos voix. Alors, nous allons vous questionner, vous poser des questions, donc Fabienne, qui est la spécialiste BD de la médiathèque, Isabelle et moi. Et voilà. Et après, le public, évidemment, vous poserez des questions, si vous le souhaitez. Isabelle, tu commences? Moi, tout d'abord, je voudrais poser la première question, c'est pourquoi avoir fait le choix d'Olympe? Pourquoi un ouvrage sur Olympe de Gouges? C'est une longue histoire. Non, c'est circonstanciel. C'est quand on a commencé à travailler avec Catel, donc sur Kiki de Montparnasse, parce qu'on avait envie de raconter l'histoire d'une femme qui avait vécu des choses vraies. Les héroïnes de bande dessinée sont soit des fantasmes masculins, soit elles n'existent pas.
grosso modo. Donc on avait envie de raconter l'histoire d'un personnage ayant existé et pouvant être, excusez-moi le jeu de mots, mais un modèle, puisque Kiki de Montparnasse était un modèle. Et puis c'était une femme mystérieuse, on connaissait l'image de Man Ray, très connue, avec les ouïes dessinées de violoncelle dessinées dans le dos, mais finalement, qui était cette femme ? On a découvert que c'était une femme passionnante, qui permettait de raconter l'histoire de l'art à Paris dans la première moitié du XXe siècle. Voilà, c'était ça notre envie. Et puis on a eu la chance que ce soit un succès. Soit un succès international, que ce soit récompensé à Angoulême, etc. Et de là nous est venue quand même la conscience que bien, finalement l'histoire d'une femme ayant réellement existé, ça pouvait réellement captiver le public de bande dessinée. En tout cas, le public de gens qui les livrent. Et donc, tout à coup, on s'est senti une certaine responsabilité. On avait envie de continuer à travailler dans ce registre. Attention, ce n'est pas de la biographie au sens scientifique du terme. On raconte la vie d'une manière... tout est juste, mais d'une manière, somme toute, romanesque, puisqu'on met en scène la vie d'une femme. Et tout à coup, on s'est senti cette responsabilité. On s'est dit, bon, on a envie de retenter l'aventure d'un roman graphique sur une femme. Mais là, maintenant, on a conscience du fait qu'on a un public qui peut avoir envie d'avoir ce type d'histoire, et de là à revenir à Olympe de Gouges. Alors pourquoi Olympe de Gouges était dans nos têtes ? Parce que, et là tout se rejoint évidemment dans la carrière de Catel, c'est que nos mères respectives étaient des lectrices de Benoît de Groux au milieu des années 70, et son fameux essai Ainsi soit-elle, est dédié à Olympe de Gouges. Et c'est la première fois, pour le grand public, qu'on découvre Olympe de Gouges. Donc, c'était quelqu'un dont on avait déjà entendu parler grâce à nos mamans, grâce à Benoît de Groux, via nos mamans. Voilà. Et personnage extraordinaire, historique, parce que aussi notre volonté était d'arriver à raconter une histoire de femme, mais qui raconte aussi l'histoire de l'époque, et qui raconte que ce ne soit pas uniquement confiné à une personne enfermée dans sa cuisine, mais qui est le souffle aussi de l'histoire. Et Olympe de Gouges, je crois que Monsieur le maire a quand même résumé, a pitché en quelques lignes tout à coup le personnage. Évidemment, c'était un souffle de l'histoire énorme, et un nouveau souffle surtout. Voilà pourquoi Olympe de Gouges. J'étais un peu long, mais Catel peut compléter. Peut-être un bon. Je crois que tu as très bien synthétisé. Oui, surtout quand on a découvert que cette fameuse Olympe de Gouges avait écrit sa fameuse déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en réponse à la déclaration des droits de l'homme, qui finalement à l'époque n'était destinée qu'aux hommes. Il aurait fallu plus de 200 ans pour qu'on prenne conscience que cette déclaration est encore vivante aujourd'hui, que les progrès faits pour les femmes sont tout récents, sachant que Benoît de Groux, elle, en 1940, alors qu'elle avait 20 ans, n'avait encore pas le droit de vote, alors qu'elle était professeure de français et de latin. Et personne ne s'insurgeait. On trouvait ça pratiquement normal. Pareil pour l'avortement, pour le droit d'utiliser son propre chéquier, pour un tas de choses finalement où les femmes étaient soumises et s'interrogeaient, mais n'avaient pas la possibilité de s'exprimer. Alors voilà, cette déclaration nous paraissait extrêmement moderne, de raconter l'histoire de cette femme qui s'est battue, qui a donné sa vie pour ses idées. C'était tellement romanesque qu'on n'aurait jamais pu même inventer un personnage pareil. Et puis la Révolution française, on la connaît dans nos livres d'enfance par tous ces magnifiques héros du XVIIIe siècle, ces hommes, que ce soit Robespierre, Condorcet, Mirabeau, enfin tous ces hommes incroyables qui en force ou intellectuellement sont arrivés à faire bouger les choses. Mais du point de vue des femmes, on n'avait absolument pas de vision de la Révolution, si ce n'est que par les yeux de Marie-Antoinette, la reine. Mais finalement, une femme du peuple, on avait très peu de choses. Il y avait un petit peu l'histoire de Charlotte Corday, ou qui on avait d'autres, Madame Roland, vaguement. Enfin, Théroigne de Méricourt qui est devenue folle en fait, avec sa fessée publique, mais c'était des fragments et c'était toujours finalement des exemples très négatifs, puisqu'elle terminait folle, enfermée, guillotinée, Olympe aussi. Mais finalement, Olympe aura quand même eu une vie romanesque avant ça et aura pu imposer à terme ses idées. Quelle a été votre façon de travailler donc, parce que Catel, vous dessinez, José Louis Bocquet, vous êtes scénariste, donc comment vous avez travaillé comment, enfin, Alors je commence la réponse parce que c'est moi effectivement qui commence aussi le travail, puisque donc je suis le scénariste, Catel dessine. Donc auparavant il faut écrire l'histoire. L'histoire elle existe, elle a déjà été écrite.
Elle a été écrite dans une multitude de livres, c'est-à-dire aussi bien la biographie d'Olympe de Gouges. On a la chance que dans le courant des années 80, un historien se soit intéressé à Olympe de Gouges, car Olympe de Gouges était... Ouais, je travaille donc d'abord réunir la documentation, pour tout vous dire. Je réunis d'abord la documentation. Et comme Kiki de Montparnasse, j'avais réussi à trouver la totalité des livres qui balayaient la période, j'ai essayé de reproduire la même méthode pour Olympe de Gouges. Puis au bout de 3 mois, quand j'en étais à la 6e biographie de Lafayette, qui apparaît 2 cases, la 5e de Mirabeau, tout à coup j'ai pris conscience que la Révolution française est la période de l'histoire de l'humanité qui a provoqué le plus d'ouvrages, le plus de mémoires, le plus d'analyses, le plus de souvenirs. C'est tout à coup tout à fait délirant. Donc il a fallu que je me restreigne aux gens qui avaient été les plus proches, en tout cas que Olympe elle-même, dans ses propres textes, avait pu définir comme étant ses proches. Donc heureusement, il y a des gens connus comme Mirabeau. Elle a attaqué personnellement aussi bien Marat que Robespierre. Donc c'était aussi des gens qui lui étaient proches. Donc toute la première partie, pour moi, c'est de réunir toute la documentation. Savoir tout, c'est des heures et des heures évidemment de lecture, ça tombe bien, j'adore ça, faire le rat de bibliothèque, prendre des notes, c'est-à-dire que tout ce qui peut faire sens à un moment donné, je le note, donc j'ai aussi des centaines de pages de notes, et puis un jour il faut raconter l'histoire, c'est-à-dire transformer ça en scénario. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris, arriver à en faire une synthèse qui soit suffisamment vivante pour que le lecteur ait envie de tourner les pages. Tout simplement, parce que c'est ça, je ne suis pas en train de faire une biographie scientifique qui doit seulement intéresser 3 autres spécialistes scientifiques de la question. Donc il y a à un moment donné cette part de romanesque qui doit, enfin de souffle romanesque que je dois arriver à insuffler. Donc à partir de ce moment-là, il faut que j'oublie tout et puis que j'écrive en essayant de me souvenir. Je suis quand même tellement immergé dedans qu'à ce moment-là, j'écris un vrai scénario comme une continuité dialoguée de film, de cinéma. Dans le cinéma, le scénariste va écrire tous les dialogues avec quelques vagues notes pour dire ça se passe à tel endroit, il bouge à tel endroit, là les gens dans la même scène. Je ne vais pas plus loin que ça, mais c'est déjà beaucoup. Et donc toute l'histoire est écrite comme ça, sous forme de continuité dialoguée. Et à ce moment-là, rentre la metteuse en scène, qui est Catel, et là il y a un moment d'échange véritablement, où moi j'arrive avec mon histoire totalement écrite, et que je vais lui raconter, parce ça doit devenir une bande dessinée à ce moment-là. Et voilà, c'est le moment où la bande dessinée est réellement créée. Moi, de mon côté, pendant que José Louis a écrit son scénario et a fait toutes ses recherches, je me suis aussi documentée sur tout ce qui est l'image, finalement, l'iconographie, chercher les architectures, les costumes, les moyens de transport, enfin, tout ce que je peux trouver comme documents, comme images, comme représentation, des gravures, des peintures, des photos pour Kiki de Montparnasse, mais tout ce qu'il faut pour créer finalement un univers le plus vrai possible. Et une fois que moi-même je suis immergée, que j'ai fait des essais aussi, les personnages, trouver les portraits bien évidemment de chacun, une fois que je commence à avoir ça en main et que je peux commencer à les représenter sans avoir forcément sous les yeux la documentation, c'est-à-dire comme José Louis pour l'écriture, on est vraiment immergé et on peut se passer finalement un moment de document pour y aller à main libre. Et là, on se retrouve tous les deux, il me raconte l'histoire et je dessine en tout petit au fur et à mesure qu'il me raconte. On fait ce qu'on appelle le storyboard, le découpage de toute l'histoire. Donc toute la bande dessinée de 350 pages se retrouve dessinée en tout petit, en format A5. Et là, on arrive petit à petit à mettre en scène, très globalement, la bande dessinée, savoir s'il y aura 5 cases sur une page, ou au contraire 1 ou 10, ou... si ça sera ouvert, fermé. Donc tout se joue à ce moment-là et c'est le moment où la bande dessinée se crée. Après, c'est beaucoup plus technique parce que je passe au crayonné, au format réel, qui est un format que vous avez là sous les yeux. Donc je crayonne avec toute la documentation qu'il faut nécessaire en plus sur les détails. Et puis je passe après à l'ancrage, c'est-à-dire à la plume, à l'encre de Chine, pour le scanner, le passer à l'ordinateur, le retoucher, mettre la typographie dans les bulles. Enfin, tout ça, c'est un long travail technique pour arriver quelques mois, voire quelques années plus tard, à la réalisation finale.
Justement, j'allais rebondir. Vous privilégiez ces derniers temps donc des albums assez volumineux, 480 pages, 300 pages. Donc je me demandais combien de temps ça prenait. Est-ce que ça a été le même laps de temps entre Olympe de Gouges et Benoît de Groult? Est-ce plus facile de travailler seul ou à deux? Mais le travail avec Benoît de Groult est totalement différent, puisque c'était une biographique, comme je les appelle, en direct, sur un modèle vivant, ce qui n'a jamais été fait en fait. Avec Kiki de Montparnasse, on a été les premiers à faire des biographies sur des personnages ayant existé. Et là, j'ai tenté une nouvelle expérience, c'est faire une biographie sur quelqu'un de vivant. Et c'est pas très simple, parce que c'est d'abord, Benoît de Groult est une personnalité incroyable, donc extrêmement riche, qui a un parcours, comme tout le monde le sait, inouï, et d'arriver à concentrer, synthétiser tout ça, c'est difficile. Et en plus, comme elle est vivante, elle donne son avis au fur et à mesure. Et ce qui fait que quand on commence à représenter une scène, elle me dit non, j'étais pas habillée comme ça, ce personnage-là n'avait pas cette coiffure. Donc on a tout le temps le regard de l'autre et c'est pas facile du tout. Et on peut pas se dire on va travailler un mois et terminer ce travail sur telle période. Il faut tout le temps y revenir, un échange, une discussion. Ce qui fait que j'ai en fait finalement réalisé cet album de Benoît en parallèle du travail d'Olympe. Benoît, je l'ai rencontré il y a, je crois, 6-7 ans, et puis voilà, le courant a passé, on a décidé de faire cette chose étrange, puisqu'elle ne lit pas de bande dessinée et qu'elle voulait quand même tenter l'expérience. Et moi, j'avais très envie aussi de tenter cette expérience de biographie en direct. Donc on a commencé petit à petit des rencontres. Je ne savais pas du tout où j'allais, comment j'allais organiser ça, puisque ça n'a rien à voir avec une biographie. D'abord que José Louis m'écrit, donc c'était quand même plus simple pour moi d'avoir le scénario que de le réaliser soi-même. Et durant toute la période où j'ai dessiné Olympe, j'ai rencontré régulièrement Benoît et je prenais des notes. Et une fois que Olympe a été fini, j'ai pu commencer à synthétiser toutes les notes que j'avais prises pendant 5-6 ans sur Benoît. Et là, pendant 1 an, je me suis concentrée pour en faire des petites histoires, en fait. Une série d'histoires qui se donne une sorte de puzzle dessiné d'un portrait, voilà, d'un portrait sensible. C'est pas quelque chose de chronologique comme on a pu justement faire l'histoire d'Olympe ou de Kiki. C'est des morceaux avec des retours en arrière, des projections en avant, du présent, du passé. Donc c'était un autre type d'exercice, mais que j'ai trouvé très difficile, très passionnant, mais je ne suis pas sûre que je le recommencerai parce que c'est vraiment très, très compliqué en fait d'arriver au bout. Et j'ai la grande chance, je le réalise aujourd'hui, que ce soit bien passé, que Benoît en soit ravi et qu'en plus le livre marche très bien, qu'il ait beaucoup de succès. C'est une grande chance, mais c'était un immense risque d'échec, de fâcherie, de tout. Donc je ne vais peut-être pas récidiver, en tout cas pas tout de suite, dans ce genre d'exercice, et je vais plutôt me tourner vers José Louis, qui me concocte quand même un travail formidable et sur lequel je peux me reposer plus sereinement pour dessiner. Là, en ce moment, on démarre d'ailleurs une nouvelle biographique ensemble. J'attends la question. Mais c'est pour terminer que je repars sur un travail avec lui, en fait. Oui, il y aura sûrement une question. Elle va venir. Mais avant ça... C'est dans leur déroulement. Dans le déroulement. Non, avant ça, moi, je voulais savoir si vous avez fait, pourquoi vous avez fait le choix du noir et blanc, d'une BD en noir et blanc. Sur Kiki, il y avait une double raison. D'abord parce que c'est une période qu'on connaît surtout en noir et blanc, bizarrement, et toutes les photos de Kiki de cette époque-là sont en noir et blanc, donc ça nous semblait être en écho avec l'image qu'elle a toujours projetée. Et puis il y a une raison un poil plus triviale, c'est que c'est un bouquin qui fait plus de 450 pages, et que quel éditeur a les moyens de payer un bouquin en couleur de 450 pages, même si les coûts ont encore beaucoup réduit ces dernières années. Voilà, donc c'était un pari difficile à prendre. C'était déjà un pari difficile à prendre pour l'éditeur, mais surtout pour les auteurs, de faire un ouvrage aussi long. C'est que en réalité, à part le Persépolis de Marjane Satrapi, peut-être un bouquin de David B, personne s'était lancé dans des ouvrages aussi longs à réaliser, et puis avec une telle épaisseur. Voilà. Il y a aussi l'idée quand même du roman graphique qui porte bien son nom. C'est un roman dessiné
Et c'est vrai que le roman, la typo, c'est en noir et blanc. Donc on voulait aussi se rapprocher et par le format et par l'aspect extérieur le plus possible d'un roman. Voilà, c'est de l'écriture, le dessin c'est de l'écriture. Il y a un côté assez rapidement fait, même si vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de détails. C'est quand même un dessin assez rapidement fait pour qu'on puisse enchaîner, le faire vite et le lire relativement rapidement comme un roman aussi. Pas s'arrêter sur chaque case avec chaque détail en couleur et regarder à la loupe chaque millimètre du dessin. C'est quelque chose qui est destiné à être lu comme on lirait de l'écriture. C'est-à-dire que là, on a la chance que, historiquement, il y a adéquation entre le fond et la forme. La bande dessinée avait besoin de s'exprimer sur un format différent. Voilà, et c'est effectivement, aux États-Unis, on appelle ça le graphic novel. Aujourd'hui, en France, le roman graphique, et on est plutôt dans ce registre-là. Je me demandais, la couleur n'est-elle pas plus attrayante ou facile pour le grand public? Et y a-t-il des éditeurs qui vous imposent la couleur? Je pense à Lucie Cattel, que vous avez réalisée avec Véronique Grissot, qui était sortie aux éditions Humanoïdes Associés dans la collection Tohubohu en noir et blanc. Et on l'avait acheté à la médiathèque, et puis Casterman avait repris ce personnage de Lucie, trentenaire qui cherche le prince charmant, en couleur. Donc moi je me suis posé la question, est-ce que c'était votre choix ou est-ce que c'était l'éditeur? Mais maintenant vous en reparlez, justement, ils viennent de rééditer le tout premier là, aux Humanoïdes Associés, il vient de ressortir, qui était mon premier petit roman graphique finalement, c'était avant l'heure, un roman graphique, c'était en 2000 d'ailleurs, mais c'était une fiction. Et effectivement, ça avait un petit succès. Et Casterman a voulu reprendre le personnage en faisant une série, parce que c'est toujours plus commercial de développer un personnage. Et oui, c'est encore plus commercial de le faire en couleur. Mais ça reste dans des formats standards. C'est dans ce sens-là que c'est commercial, parce que c'est du 45 planches, couleur, grand format, cartonné. Donc, dans ce registre-là, il est évident que la couleur favorise l'aspect commercial et séduisant. Mais dans le registre que l'on fait, qui sont des vies réelles, il y a un côté documentaire, il y a un côté donc aussi plus travaillé, plus long, et aussi bien le format que le noir et blanc s'est imposé assez naturellement. Et l'éditeur a suivi parfaitement, et le public aussi finalement. Je suppose que vous vous attirez aussi un public de non-bédéphile avec ce genre de Oui, bande dessinée. absolument. D'ailleurs, Benoît, qui n'aime pas la bande dessinée, elle le dit sur la couverture, elle l'a répété jusqu'au bout de l'aventure. Et quand elle a eu le livre entre les mains, je lui ai demandé si elle aimait la bande dessinée. Elle dit non, je n'aime pas la bande dessinée, mais j'aime ce que tu as fait parce que ce n'est pas de la bande dessinée, c'est du roman graphique. Donc pour elle, il y a une nette différence. Il ne faudra surtout jamais lui dire qu'elle est dans une bande dessinée, elle est dans un roman graphique. Mais c'est vrai effectivement qu'on a pas mal tourné, enfin, en tout cas rencontré pas mal de public et de lecteurs, aussi bien avec Kiki qu'avec Olympe, et que c'est un autre public que le public habituel de la bande dessinée. C'est-à-dire, il y a évidemment des amateurs de bande dessinée, structure sensu, qui sont très pointus, qui lisent beaucoup de choses, qui lisent tout, et puis aussi les gens qui lisent très peu de bande dessinée, mais qui lisent des livres tout simplement. Voilà. Qui ont une attirance vers aussi bien le roman, le documentaire, et tout à coup, un roman graphique, ça rentre dans leur bibliothèque, tout simplement, parce qu'on est sur un même format. Il doit y avoir une sorte d'appétence comme ça pour le format. Il y a du texte. Il y a du texte. Oui, notre grande ambition, en fait, quand on a fait le tout premier, qui était Kiki de Montparnasse, notre grande ambition, c'était de pouvoir faire une bande dessinée que le lecteur ne pourrait pas lire dans la soirée. Nous, c'était ça, notre grande frustration avec la bande dessinée, c'est qu'effectivement, les auteurs, ils passent 1 an à faire un album qui va faire 46 planches, super gratté, avec de la couleur magnifique, et il faut 20 minutes pour lire une bande dessinée. C'est terrible. Non, mais et voilà. Moi, j'avais envie qu'on puisse retrouver avec une bande dessinée la sensation du roman où, allez, j'ai envie de dormir, non, allez, je lis encore 2 pages, puis j'en peux plus, je pose, et puis je continuerai le lendemain. Voilà. C'était vraiment une sensation de lecteur que j'avais envie de retrouver avec notre propre travail. Le temps. On a évoqué la bonne réception, le succès de Belade Groot. Et à propos d'Olympe, comment a été reçu Olympe par le public? Quelle réception il y a eu? Alors on était un petit peu, on avait un petit peu peur parce que et le sujet et le format. Nous non. Enfin, quand même, on se disait bien que c'était un sujet plus difficile que Kiki, que c'était plus loin, que c'était plus épais, que tout était plus difficile. Tout le monde pensait que c'était difficile, et finalement il a eu presque plus de succès que Kiki au jour d'aujourd'hui.
On en a vendu beaucoup, il est en train de se vendre à l'international, on est invité partout pour faire des conférences autour d'Olympe, qui était pressenti pour être panthéonisée. Malheureusement, pas cette fois-ci, mais elle finira par y arriver. Et c'est un personnage tellement important que les gens prennent conscience petit à petit et que on espère que la bande dessinée participe de cet intérêt collectif pour ce personnage qui le mérite amplement. Et quand je dis tout à l'heure qu'on n'avait pas peur, c'est-à-dire que ça nous semblait tellement nécessaire de faire ce roman graphique sur Olympe qu'on ne se posait pas tellement la question même du succès. Kiki a payé le succès de Kiki a payé la chance qu'on a pu imposer à notre éditeur, on va faire Olympe de Gouges. Et bon, ils nous ont fait confiance, ils avaient fait confiance une fois, donc ils nous auraient fait confiance. C'est seulement avec le bon accueil à la fois critique et puis commercial du bouquin que les éditeurs nous ont enfin dit vraiment. Et pourtant ils ont tout fait bien, hein. Ils ont fait le boulot en se disant oh là là, est-ce que ça va marcher ou pas. Et il s'est avéré que, et là même plus encore que Kiki, on a vraiment touché un public vraiment au-delà de la bande dessinée, un public de gens qui s'intéressent à l'histoire, beaucoup effectivement d'enseignants et puis de gens intéressés par l'histoire tout simplement. Fort de ce succès, envisageriez-vous une adaptation cinématographique de vos BD ? Pourquoi pas, si ça se présente. Le problème de l'adaptation graphique, c'est qu'il faudrait réécrire un scénario pour un film, parce que là, on fait une histoire qui commence à la naissance, qui finit à la mort. Ça ferait plutôt une série télévisée de 18 épisodes, je pense. Mais pour un film concentré en 1 heure, c'est un peu le même problème que les bandes dessinées cartonnées en 48 pages. C'est qu'il faut reformater tout ça, le mettre en couleur, le mettre au goût d'aujourd'hui, donc romancer aussi pour compresser. Enfin, c'est un autre exercice et il faudrait faire une grosse adaptation. Il faudrait avoir des gros moyens pour reconstituer la Révolution française. C'est possible, mais c'est difficile. Mais on n'y est pas opposé. On a d'ailleurs quelques propositions, mais de là à les concrétiser, il y a beaucoup de chemin à faire. Alors là, c'est une question plutôt pour Catel. Vous choisissez, beaucoup de vos héroïnes sont des personnages féminins. Donc pourquoi, enfin... Alors la réponse est simple. Depuis toujours, il y a des héros masculins, des hommes qui parlent d'héros masculins, mais jamais on leur pose cette question. Est-ce que les héros sont forcément masculins ? Qu'est-ce qui paraît curieux de parler d'héroïne quand on est une femme ? C'est juste naturel. Et en plus, comme le soulignait le maire très justement, je crois que 4% de nos grandes figures historiques sont des femmes, seulement 4%, à peine 5% au Panthéon, ce qui est la vitrine quand même de ce qu'on retient en France sur ces personnalités. Alors ça me paraît à la fois tout à fait naturel que je fasse ça, et en même temps c'est finalement militant, puisqu'il faut absolument qu'il y ait plus de femmes comme modèle, pédagogiquement et sensiblement et scientifiquement, enfin sur tous les plans. Donc vous n'auriez pas le même plaisir en fait à faire des personnages masculins qui ont compté ? Il m'arrive forcément d'en faire aussi, puisque ces personnages féminins sont entourés de personnages masculins. Mais il y en a déjà tellement, et les hommes ont très bien su le faire, et même certaines femmes aussi, que je pense qu'il vaut mieux effectivement se concentrer de façon paritaire. Oui. D'ailleurs, j'ai la chance de travailler avec un homme. C'est assez exceptionnel, un homme qui travaille sur des portraits de femmes, parce que finalement, souvent le choix du personnage vient de José Louis déjà, parce que c'est plutôt lui l'historien du groupe. Et puis il a sa vue d'homme, et c'est très intéressant parce que ça se complète, on n'a pas forcément toujours les mêmes ressentis, et peut-être que notre équilibre, la magie de notre équilibre vient du fait qu'on soit un couple justement, et qu'on ne soit pas 2 femmes ou 2 hommes. Donc parfois ça se confronte un peu, mais c'est ce qui enrichit le dialogue et finalement, je pense, le résultat. Non ? Alors, vous avez été au départ illustratrice pour la jeunesse. Vous êtes maintenant vraiment reconnue comme une auteure de BD, vraiment. Mais on constate que beaucoup de femmes, finalement, doivent passer par l'illustration jeunesse avant d'être... Alors que les hommes, finalement, n'ont pas besoin de ça. Est-ce que c'est un passage obligé pour les femmes ou... Oui, c'est un problème intéressant. C'est un peu comme les femmes ingénieurs. Les écoles d'art sont truffées de femmes, à 80%. Et qui font beaucoup de bandes dessinées, j'en faisais partie.
Je faisais partie, j'étais aux Arts décoratifs de Strasbourg avec Blutch et Marjane Satrapi. Il y avait énormément de filles. Et à l'arrivée, en bande dessinée, il n'y en a pratiquement plus aucune. Et j'en faisais partie et j'ai fait tout le chemin pour voir ce qui se passait. Avec Blutch, je suis arrivée en arrivant à Paris, en sortant des Arts déco, à la rédaction de Fluide Glacial, où j'étais la seule fille. Et on a trinqué le premier soir à mon arrivée à Fluide. Et je me suis retrouvée avec 20 gars bourrés qui m'ont dit que c'était formidable, qu'ils aient une bonne femme avec eux. Et j'ai pris peur et je me suis enfuie. Et voilà, comme je pense toutes les filles, je me suis dit quand même la jeunesse, ça a l'air plus cool, plus tranquille. Et voilà, pendant quelques années, je me suis cachée un petit peu en ayant beaucoup de plaisir à dessiner pour les enfants, mais comme si cette place était dévolue forcément, naturellement aux femmes. On nous accueillait les bras ouverts, on était gentils, on picolait pas, c'était beaucoup plus simple. Et maintenant, les choses ont beaucoup changé parce qu'il y a énormément de filles dans la bande dessinée, ça évolue à toute vitesse et l'équilibre est en train de se faire doucement mais sûrement. Et en tout cas, moi, j'ai connu la période où il n'y avait vraiment pas de filles. Et puis finalement, au bout de quelques années, je faisais de la bande dessinée aux Arts décoratifs, j'avais toujours envie de faire ça, et j'en faisais d'ailleurs pour les enfants, beaucoup et de plus en plus, et régulièrement, par exemple pour les éditions Bayard Presse, où chaque semaine je rendais une bande dessinée, donc j'avais quand même le savoir-faire et l'endurance pour tenir le coup, parce qu'il faut de l'endurance pour faire de la bande dessinée. Et un éditeur m'avait d'ailleurs dit, un éditeur jeunesse m'avait dit, il voyait bien que je faisais un peu de bande dessinée pour enfants, même régulièrement, mais il m'avait dit, mais tu n'es pas tombé dans le chaudron à 30 ans si tu n'es pas déjà auteur de BD, c'est fichu pour toi. Et j'avais 30 ans. Et ça m'a donné la niaque pour vraiment prouver que si c'était pas fini, ma vie à 30 ans n'était pas finie, même si tous ceux en sortant de l'école, mes petits camarades à 23, 24 ans, étaient partis directement dans la bande dessinée, justement comme Blutch. Et voilà, à 30 ans, j'ai écrit Lucie avec mon amie Véronique Grissot, et on a présenté ça aux Humanoïdes Associés, ça a été retenu, et c'est parti, presque un peu par hasard, parce que si l'éditeur nous avait dit non, j'aurais continué dans la jeunesse sans me poser de questions, et en pensant sans doute que c'était normal, que c'était pas ma place. Mais j'ai voulu prendre cette place et je me suis accrochée, et j'ai essuyé pas mal de plâtre aussi au début, parce que quand on faisait des BD de filles, justement, on nous reprochait que ce soit des BD de filles, que ça parlait pas de sujets qui intéressaient, on n'était pas retenu dans les festivals ou dans les compétitions ou dans les prix, parce que l'argument était que ça n'intéressait pas spécialement les histoires de filles. Ce qui intéressait, c'était quand même d'abord les histoires de cow-boys, de guerre. Il y avait vraiment des sensibilités très différentes. C'était même taxé on l'appelle toujours comme ça, la chick-lit. La chick-lit, c'est la littérature de poulette, comme Benoît t'en parlait dans la littérature féminine. On parlait de littérature féminine comme si la littérature était masculine. Donc c'était tout un conditionnement profond à nous faire tout le temps penser qu'on faisait un truc différent, à part, en dessous, pas très intéressant. Et il fallait tout le temps essayer de s'accrocher, de rivaliser, de séduire. Tous les moyens étaient bons pour rester en place. Et ça rappelait vraiment votre discours, parce qu'il fallait garder un mental assez fort pour ne pas lâcher prise. Et je pense qu'il y avait quelques filles comme moi qui ont dû essayer à cette période-là et qui ont lâché prise. Ce qui fait que dans ma génération, on n'est pas très nombreuses. Mais voilà, force. Et puis le prix Artemisia aujourd'hui est là pour continuer à faire valoir, à montrer, à stimuler les filles. Et ça finit par fonctionner. Mais j'ai eu la grande chance, et c'est vrai que j'ai vraiment décollé, dans mon cas, avec la rencontre de José Louis. Justement, c'était un homme qui m'a peut-être aidé, qui était un Pygmalion, pour écrire un sujet qui justement dépassait le côté peut-être histoire de filles d'aujourd'hui, qui soit plus inscrit dans la grande histoire, et du coup qui touche un public bien plus large, et qui correspondait vraiment profondément à mes aspirations aussi. J'avais déjà commencé en travaillant sur le sang des Valentines avec Christian Demeter, sur la guerre de 14-18. Voilà, j'avais aussi rencontré Paringo. Je voulais faire des choses quand même dans le sens de la grande histoire, mais je ne savais pas trop comment l'approcher, parce que ça demandait énormément de travail en amont, de recherche historique, de savoir-faire que je n'avais pas, d'écriture. Parce que pour faire parler Picasso, Modigliani, Cocteau ou Mirabeau, Condorcet, il faut être écrivain. Je ne me sentais pas la capacité de pouvoir me permettre d'arriver à mettre dans des bulles leurs mots. Et voilà, cette rencontre avec José Louis a été magique, parce que il s'est chargé de cette tâche-là, et j'ai pu me concentrer sur le dessin, et à nous deux, on a pu créer une chose collective finalement, et ça, c'est assez formidable. Alors, je vais quand même préciser juste un chiffre. Actuellement, dans la profession de la bande dessinée, 12% de femmes. Vous
pourrez reconnaître que c'est quand même pas énorme. Alors, effectivement, les choses changent dans les écoles d'art et d'image. A priori, il y a de plus en plus de jeunes filles. Pensez-vous qu'on puisse arriver un jour, comme en Asie, à avoir moitié-moitié, garçons, filles, en dessinateur? Oh ben on est en bonne voie, hein. Et puis Artemisia le montre, ça va à toute vitesse. En plus, il y a un grand public de femmes maintenant. Avant, les femmes ne lisaient pas de bande dessinée parce qu'elles n'en faisaient évidemment pas, mais en plus, comme culturellement, c'était plus dans la nature masculine d'aller vers les histoires de super-héros ou de cow-boys ou de guerre, enfin, tous les sujets dits pour les garçons, c'est vrai que les femmes avaient tendance à ne même pas aller consulter. Alors que depuis un certain temps, il y a des sujets de plus en plus sensibles, faits d'ailleurs par des femmes mais aussi des hommes. Hein. C'est pas forcément les auteurs c'est pas le sexe qui détermine en fait la qualité ou la sensibilité de leur œuvre, mais en tout cas le public a changé considérablement et nous on l'a vu en quelques années quand on a sorti Kiki de Montparnasse, il y avait beaucoup plus d'hommes au début qui achetaient la bande dessinée. En plus ils étaient peut-être attirés par la couverture de cette femme de dos nue avec ses ouïes de violoncelle. Et petit à petit, le public s'est renversé. Aujourd'hui, je pense qu'on a plus de femmes qui viennent acheter nos bandes dessinées. Et c'est un public littéraire ou historique ou de professeurs. Et il y a énormément de femmes qui viennent, en fait. Hein. Les choses vont très vite, même historiquement, dans l'histoire de la bande dessinée. L'histoire de la bande dessinée, c'est d'abord des illustrés. C'est des illustrés pour les garçons. Donc c'est comme ça que la bande dessinée se construit dans l'après-guerre. La bande dessinée moderne, les années 50, 60, 70, c'est avant tout pour les garçons. Aujourd'hui, les choses ont changé, il n'y a plus de journaux de bande dessinée, il y a des livres. Et ça fait toute la différence économique, mais aussi la différence en tant que moyen d'expression pour les auteurs. C'est-à-dire que les auteurs s'expriment, ils font des livres. Et aujourd'hui, le métier est vraiment en train de se féminiser. Toutes les maisons d'édition ont des éditrices. Il y a encore moins de 20 ans, même les attachés de presse, qui a un rôle pourtant dévolu dans l'édition généraliste aux femmes, et même les attachés de presse étaient des hommes. À Angoulême, il n'y avait que des hommes dans les années 80. Même pas une fille pour porter un carton, rien. Aujourd'hui, c'est un métier qui est en train de se féminiser parce qu'effectivement, il y a des éditrices, il y a de plus en plus d'auteurs. Franchement, et en tant qu'éditeur, moi je les vois passer, je travaille de plus en plus avec de plus en plus de femmes, et puis parce qu'il y a aussi de plus en plus de lectrices qui commencent à trouver un écho à leurs intérêts dans la production. Parce qu'entre-temps, la bande dessinée n'est plus pour les enfants, elle est pour les adultes. Et à partir du moment où c'est pour les adultes, c'est unisexe. En revanche, la représentation à Angoulême des femmes est toujours très compliquée parce que la vitrine, c'est quand même la présidence d'Angoulême. Il y a eu 41 festivals et il y a une femme et 40 présidents. C'est pire que le Panthéon. Alors, j'avais une question pour Bocquet. Vous êtes scénariste, vous êtes écrivain, vous écrivez de nombreux romans policiers. Vous avez également réalisé des documentaires sur divers sujets, et même un documentaire, par exemple, sur les rappeurs français. Avez-vous d'autres centres d'intérêt que vous souhaiteriez publier ? Non, aujourd'hui, je n'ai pas d'autres centres d'intérêt que ceux qui peuvent être communs avec Catel. Voilà, donc mon temps d'écriture est uniquement consacré à nos travaux communs. Il faut 3 ans pour arriver au bout d'un de nos romans graphiques. Moi, je travaille environ 1 an tout seul avant que je puisse raconter quelque chose à Catel. Il faut que je lise quelques centaines d'ouvrages, que je les dépiote pour savoir ce que je vais raconter à un moment ou à un autre. Donc ça me prend vraiment en réalité tout mon temps libre, puisque je suis par ailleurs éditeur. Voilà. Si aujourd'hui je ne me consacrais qu'à l'écriture, sans doute que je pourrais avoir d'autres centres d'intérêt. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres centres d'intérêt que les livres de Catel. La femme est l'avenir de l'homme. L'homme est soumis. Alors, avant de passer la parole éventuellement à la question de la salle, je vous repose la question qu'on a évoquée tout à l'heure. Quels sont vos prochains projets ? Voilà, effectivement, la personne qui posait la question est partie. Elle vous serait obligée de lui dire en direct. En fait, on est en train de travailler sur une autre femme exceptionnelle du XXe siècle. C'est naturalisée française, donc on reste toujours dans l'histoire de France. Et c'est Joséphine Baker. Voilà.
qui pour des tas de raisons, c'est une femme extraordinaire, extrêmement romanesque, et qui véhicule toutes les valeurs dont tous ici, je pense, nous devons continuer à défendre. Voilà. Pas seulement voilà, et toujours exactement roman graphique à deux voix. Exactement sous la même forme. C'est le projet de Joséphine Baker. On pense à elle depuis très longtemps. Et puis, ce qui a tout précipité, c'est la publication d'Olympe de Gouges. C'est qu'un jour, Catel reçoit un coup de téléphone d'un gars qui lui dit « Bonjour, je viens de lire Olympe de Gouges, c'est formidable. » Ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Mais vous devez absolument faire un livre sur ma mère de la même manière. Bon, mais qui est votre mère? Et c'est Joséphine Baker. Ah, quelle formidable coïncidence, quelle formidable chance, surtout, pour nous de rencontrer donc un des 12 enfants adoptés par Joséphine Baker à partir du milieu des années 50, pour former la fameuse tribu arc-en-ciel, puisque ça a été vraiment ça en permanence son combat. C'est pas seulement l'égalité des sexes, mais aussi l'égalité des nationalités, l'égalité des couleurs, etc. Voilà. Donc on est... et on se dit, ben oui, forcément, c'est un trop joli signe. Travaillons sur... réfléchissons et travaillons là, pour le coup, sur Joséphine Baker. On est vraiment plongé dedans là aujourd'hui. Et ça, ce sera en prévision? Combien d'années? Pour 2015 à peu 2015. Près. Vous avez déjà commencé? Oui. Ah oui, on est déjà dessus. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui débute dans la BD aujourd'hui? Moi, j'ai qu'un seul mot. C'est la persévérance, parce que c'est un métier très, très fastidieux, très difficile. Il faut s'accrocher, c'est très long, ça ne gagne pas beaucoup d'argent, il faut être patient, endurant, ne pas se démotiver, surtout quand on est une femme. Voilà, le premier livre ne marche pas forcément, même pas le deuxième non plus, et puis il n'y a pas forcément beaucoup de travail, beaucoup de lecteurs, enfin, tout ça c'est très décourageant au début, plus la somme évidemment invraisemblable, parce que les heures, elles sont... on ne peut forcément pas les compresser, les heures de travail, hein, et il faut être très endurant, c'est ce que je dirais en premier. Je crois que de tous les métiers du dessin, celui de la bande dessinée est le plus dur, parce que c'est la répétition sans cesse, quasiment des mêmes personnages, des mêmes dessins, des mêmes... persévérance, discipline de fer, évidemment, parce qu'il faut s'y mettre tous les matins, et pas quitter sa table à dessin avant le soir, parce qu'il n'y a que ça, c'est d'arriver à... C'est produire, hein, il n'y a pas à tortiller. C'est la seule manière que les auteurs de bande dessinée ont gagné leur vie, c'est de terminer leur planche, voilà, et terminer leur livre. Il n'y a plus les journaux, de surcroît. Avant, c'était des journalistes. Hein. L'auteur de bande dessinée était considéré juridiquement comme un journaliste. Et ces livres étaient en plus du droit d'auteur. Donc il y a eu une période formidable pour les auteurs de bande dessinée qui leur permettait, bien mieux qu'un écrivain, c'est pour ça que la bande dessinée est un milieu de professionnels, parce que ça prend beaucoup de temps, et puis qu'il y a eu pendant très longtemps cette double façon de s'exprimer, c'est-à-dire à la fois dans les journaux et à la fois dans les livres. Aujourd'hui, le statut de l'auteur de bande dessinée rejoint celui du romancier. C'est-à-dire qu'il est payé pour sa valeur, dans les 5 ans, on est en train d'aller vers ça, il va être payé pour sa valeur commerciale, et non pas pour le temps de son labeur. Hein, jusqu'ici, il était payé pour son labeur. Il faisait une page, il était payé à la page. On n'a jamais vu un romancier payé à la page, sauf à l'époque des grands feuilletonistes, dans la presse, justement, où ils étaient payés. On parle toujours de Dumas et de Balzac qui tiraient à la ligne pour arriver à être payés un peu plus. D'une certaine manière, les auteurs de bande dessinée ont eu ce statut très longtemps, jusqu'aux années 80, grosso modo. Aujourd'hui, ce sont des auteurs. Donc, ils doivent doublement être persévérants, parce que c'est encore plus difficile de gagner sa vie que ça l'était auparavant. Donc je ne sais pas si je donnerais le conseil à quelqu'un de faire de la bande dessinée, en fait. Je dis ça parce que ma fille veut faire de la bande dessinée, donc c'est carrément le type effondré. Papa, je veux faire de la bande dessinée. Oui, bien sûr, heureusement. Il faut avoir une bonne histoire. Pardon ? Il faut avoir quelque chose à raconter. Et je pense que c'est la seule manière, d'ailleurs, d'arriver à se discipliner, à avoir cette persévérance, c'est qu'il faut croire en le fait qu'on a quelque chose à transmettre, quelque chose à raconter.
Et je crois que c'est aussi ce qui nous a tenus avec Catel, et pourtant on n'est pas des débutants, enfin je veux dire, on sort pas totalement de l'école, c'est qu'on s'est dit que c'était nécessaire de raconter l'histoire d'Olympe de Gouges, comme c'est nécessaire de raconter l'histoire de Benoît. C'est finalement nos propres petites histoires, est-ce qu'elles méritent qu'on passe 3 ans dessus, alors qu'il y a des histoires extraordinaires, de femmes extraordinaires à raconter. Voilà. Bon, ça c'est juste notre point de vue, aujourd'hui, ici et maintenant. Quelqu'un veut-il poser une question? Oui. Je vais juste prendre une remarque. Vous disiez persévérance et le mot passion, ça fait partie aussi de votre vocabulaire? De toute façon, s'il n'y a pas de passion, ça n'existe même pas. C'est la persévérance et la passion est sous-entendue, évidemment. Oui, sinon on ne peut même pas penser au fait de dessiner ou de raconter des histoires s'il n'y a pas ça. S'il n'y a pas ça à la base, oui. Oui, c'était un préalable, mais qu'on a oublié de dire. C'est deux façons de raconter des histoires qui sont souvent en conflit, parce que c'est le problème on reproche beaucoup maintenant de plus savoir maîtriser la langue française. Ce problème de l'écriture avec l'image, la bande dessinée. Et souvent, justement, c'est rigolo, parce que souvent on reproche aux garçons de s'intéresser plutôt, pas à lire et à écrire, mais plutôt aux images, aux bandes dessinées. Et les femmes, plutôt, elles sont plutôt... La littérature, et les hommes, les images, c'est ce que dit Benoît d'ailleurs. Exactement. Les hommes vont vers les illustrés, et les femmes vont vers les mots. Exactement. Mais c'est aussi de l'éducation, ça, c'est aussi quelque chose qui, depuis la toute petite enfance, justement, déjà dans les écoles, on va peut-être plus favoriser les garçons sur des jeux d'action, regarder aussi des images, et les filles à faire des perles et à lire des livres, des choses calmes. Il y a beaucoup d'éducation là-dedans. Après, la bande dessinée, il y en a sous plein de formes, mais en ce qui concerne par exemple les nôtres, c'est un rapport texte-image qui est difficile, ça demande beaucoup de concentration, c'est donc une réelle lecture. Les bulles sont intenses, les dessins aussi d'ailleurs, il y a beaucoup de choses à regarder et à lire, et à ce niveau-là, c'est pour des vrais lecteurs. Après, c'est vrai qu'il existe des bandes dessinées avec pratiquement pas de texte, mais il existe aussi des romans qui ne racontent rien. Enfin, après, je crois que c'est pas une question de genre, c'est une question de qualité dans chaque chose. Il y a des bons livres et des mauvais livres, il y a des bonnes bandes dessinées, des mauvaises. La bande dessinée est en train, la preuve, c'est qu'on est là. Ça commence, ça rentre dans les médiathèques. C'est assez récent tout ça aussi. Ça avait assez peu de considération d'un point de vue intellectuel et pédagogique, la bande dessinée. Nous, quand on était petits, il fallait lire ça aux toilettes, ça se lisait surtout pas à l'école. Maintenant, dans toutes les écoles et médiathèques, il y a des bandes dessinées, et puis maintenant, on est carrément invité à des colloques d'historiens à la Sorbonne pour parler d'Olympe. Donc, les choses évoluent tout de même, lentement mais sûrement. Mais les bandes dessinées évoluent également. Oui, exactement. Voilà, le genre évolue aussi énormément, bien sûr. Les bandes dessinées je sais pas... Mais quand mon frère lisait ça, son Spirou, son Tintin. Son Spirou, bien sûr. C'était... Et c'est pour ça que je disais qu'au début, la bande dessinée était d'abord vraiment pour les enfants, finalement. Et il y a des auteurs qui ont réussi à s'exprimer malgré tout. Mais qu'aujourd'hui, la bande dessinée, elle a fini par s'accaparer tous les domaines de la littérature, que ce soit le documentaire, l'autofiction, l'autobiographie, la biographie, avec nous. C'est-à-dire que la bande dessinée est sortie de son univers aventureux, de rêves, de fantasmes pour petits garçons, pour vraiment s'approprier toutes les directions possibles de la littérature, de l'expression écrite, en tout cas. Et aujourd'hui, c'est possible. Des images avec des onomatopées, broum, broum, broum. Donc ça existe toujours. C'est encore 80% de la production en bande dessinée, de toute façon, parce que les petits garçons qui ont grandi avec les brooms et les vrooms, à 40 ou 50 ans, ils continuent à apprécier les brooms et les vrooms aussi. Mais les filles qui ne lisaient pas ça quand elles étaient petites, tout à coup découvrent qu'il y a aussi des bandes dessinées qui ne font pas vroom et broom. Et que tiens, finalement, c'est aussi un moyen d'expression autonome. Parce que c'est ça qui est important. C'est que c'est pas de la sous-littérature, parce que c'est pas de la littérature. C'est pas un sous-genre. La bande dessinée, c'est la bande dessinée. Voilà, c'est un moyen d'expression à part entière qui se nourrit de tout le reste pour raconter ces histoires. Bien. Y a-t-il quelqu'un ? Non, je voulais juste
juste rajouter, c'était très mal parti. C'est grâce à M. Chino Del Duca qu'on a pu introduire aussi. C'était très mal vu, c'était considéré comme une sous-culture. Et il a su l'imposer quand même. C'était quand même lu, comme vous dites, dans les toilettes. Il y a eu le roman photo qu'il a lancé. Et grâce, c'était surtout pour les garçons. Les premières bandes dessinées qu'il a introduites, qui venaient des États-Unis d'ailleurs. Et il a su l'imposer. Pourtant, c'était très, très, très mal vu. Là. Bien sûr, mais les choses évoluent, heureusement. Mais en musique, pareil, le rock ou le jazz, enfin, il faut du temps pour que les choses, la peinture aussi, les choses rentrent dans le collectif, dans l'acceptation. Et aujourd'hui, on voit bien que, par exemple, le succès qu'a eu Julie Marot avec La vie d'Adèle, qui a été transposé au cinéma, eh bien, les ponts se font entre les différents arts et du coup, la reconnaissance aussi arrive. Et les gens commencent à s'intéresser à ce qui peut être créé d'une façon, transformé d'une autre façon, et ainsi de suite. Là, ce soir, à la télévision, il y a une adaptation du livre de Benoît de Groux, La touche étoile. Ça s'appelle 3 femmes en colère, avec Marina Vladi qui joue. Et il y a aussi, ce soir, en même temps, il y a une pièce de théâtre actuellement sur les vaisseaux du cœur. Il y a la bande dessinée qui existe. Et Benoît est surprise de toutes ces adaptations et toute cette recréation à partir d'un roman. Ce qui veut bien dire que les ponts entre les arts et les adaptations de bandes dessinées au cinéma ou en roman, enfin, tout est lié maintenant et tout peut se créer, se recréer de manière nouvelle. Et la littérature passe sur Internet maintenant. Vous pouvez consulter des... Est-ce que on peut lire sur tablette graphique. Sur les tablettes, enfin... Oui, absolument, oui. Maintenant, il y a de nouveaux supports aussi. Ça concerne aussi la bande dessinée, ces supports ? Alors c'est plus compliqué parce que donc c'est quand même oui c'est un support pour nous éventuellement le roman graphique, on est grosso modo sur la taille des tablettes aujourd'hui. C'est un problème technologique. Le jour où vous pourrez lire sur une feuille mince comme un papier plié en 4 et que vous allez le déplier et que vous allez pouvoir mettre la bande dessinée, c'est du grand format et c'est de la couleur. Donc pour l'instant, on est encore dans l'hypermatérialisation. L'album de bande dessinée, il n'y a pas mieux que le papier aujourd'hui pour en rendre les qualités artistiques. Voilà. Ce qui n'est pas le cas du roman, où le roman, en soi, c'est du gris. Voilà. Alors après, on choisit le gris qu'on veut, la taille du gris, mais le roman est du gris, c'est quasi virtuel déjà. Donc on voit les gros lecteurs que je connais, ils ont abandonné le papier. Ils se baladent avec une tablette. Les professionnels de l'édition ne se baladent plus ils partent plus en vacances avec 150 manuscrits sous le bras. Ils ont une tablette sur laquelle voilà. La bande dessinée aujourd'hui, d'un point de vue technologique, est encore protégée de ça parce que il n'y a aucun support à la bonne taille pour l'instant. C'est une chance. On verra.